J'ai toujours eu besoin, depuis toute petite, de me sentir indépendante. Indépendante dans mes choix. J'ai jamais supporté qu'on veuille m'imposer, par exemple, une croyance. J'ai fait un rejet grave et total de mon éducation religieuse, par exemple. L'idée d'être entretenue, ça me convient pas non plus. Et puis mes filles, je crois que je leur ai aussi transmis ça. Il n'y a rien de plus terrible que d'être dépendant de quelqu'un. Bon, il y a des gens qui voient pas ça comme ça, hein, mais pour moi, ça serait... Ouais, j'aime bien l'idée c'est une certaine liberté, c'est aussi quelque chose qui peut être fragile parfois. Mais j'aime savoir que je peux me démerder toute seule. Et je suis pas sûre que j'arriverai à m'adapter dans un vrai travail. Tu vois, ça c'est un lapsus. Je ne fais pas un vrai travail aux yeux des autres, mais ça je l'ai tellement entendu que je finis par me dire que je suis en vacances toute l'année en faisant ce que je fais. Ça fait 30 ans que j'ai des moments d'angoisse où je me dis « Oh, j'y arriverai plus » et puis en fait je trouve toujours, même dans les pires moments, je me dis cette fois c'est fini, je crois que c'est fini ce métier-là. C'est là que tout d'un coup il y a des rebondissements. Mais ce qui est parfois fatigant, je sais qu'on a l'impression que ça vient toujours de nous. Il n'y a jamais quelqu'un qui arrive là et qui me dit « Voilà, j'ai quelque chose pour toi, clé en main ». Puis le but pour moi c'est pas ça quand on travaille. Pour moi le travailler c'est aussi se recharger. Mais voilà, c'est un luxe et c'est une chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Mais je pense que la génération de nos enfants iront plus dans ce sens-là. Nous on est quand même une génération où il y a eu beaucoup cette course vers l'argent, l'entreprise et tout ça. Voilà. C'est ce que je vais faire sur ma carte. Arc jurassien franco-suisse. C'est dans cette région rurale où domine l'industrie horlogère et laitière que nous sommes allés à la rencontre d'artisans, agriculteurs, artistes, travailleurs indépendants. Ils voyagent et vivent à travers leur profession dans un équilibre fragile, mêlant à la fois le privé et l'intime avec le professionnel. Mais cet équilibre, dans ces petites entreprises, reste très fragile. Le moindre accident de parcours, la moindre rupture peut mettre à mal un édifice parfois construit sur des décennies. Comment un divorce, une mésentente familiale, un décès, une situation financière fragile, un imprévu de vie et de parcours peuvent briser des entreprises et des vies familiales. Entre rupture et équilibre, nous sommes allés filmer ces négociations quotidiennes entre le privé et le professionnel qu'implique de vivre et faire vivre une très petite entreprise. Béatrice et Aurore. Béatrice fait la traite du matin avec Mathieu, son gendre, avec qui elle est installée depuis quelques mois. Aurore n'a pas réussi à s'installer sur la ferme familiale de Mathieu. C'est pourquoi ils ont décidé ensemble de reprendre l'exploitation des parents d'Aurore. Seule Béatrice est installée en GAEC avec Mathieu, en attendant sa retraite et l'installation définitive de sa fille.
j'étais pas du tout du milieu, je m'investissais pas dans le monde agricole comme là, non. J'étais pas trop... J'avais pas envie, c'était pas mon truc. Après, plus tard, puis bon, moi je suis arrivée dans le village, j'avais 18 ans, je connaissais personne, je me suis tout de suite intégrée, j'ai senti que ça allait aller. Je me suis déjà mariée en 82. De 82 à 92, j'étais mère au foyer, quoi. Mais comme j'ai eu mes enfants, j'ai été reconnue. J'ai été reconnue en tant que femme d'agriculteur et j'ai toutes mes annuités qui sont comptées. En 92, je me suis installée et là, je suis exploitante agricole, donc c'est un autre statut, quoi. Hein. Et depuis, ma cotisation, elle continue encore aujourd'hui, quoi. Donc depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours eu un statut reconnu. Allez hop. Voilà, et la bourse. Vas-y. Et Aurore, son objectif c'était de s'installer, et puis, mais quand tu t'installes aujourd'hui, tu es obligé d'apporter un revenu supplémentaire. Tu ne peux pas t'installer et puis dire aux parents, vous vous serrez et puis on se débrouillera avec le salaire. Non, aujourd'hui c'est fini. Et avec nous, ça aurait été. Sauf qu'entre-temps, elle s'est mariée. Elle s'est mariée et elle a attendu son bébé, son premier enfant. Nous, on faisait une EARL en couple. Et quand il y a une personne hors couple, quoi, hein, qui arrive sur une exploitation, on peut faire un GAEC. Donc on a créé un GAEC, belle-mère et gendre. Pour cotiser, puisque moi il faut que je cotise encore jusqu'à ma retraite, je continuerai avec eux. Sinon, ben, ils fonctionneront les deux et puis moi je verrai. On associe et la vie familiale et les métiers, quoi. Puis en agriculture, il y a quand même des intérêts, puisque quand il y a des bâtiments, des fermes comme ça, avec des terres, ça a des valeurs, ça a quand même... C'est une vie familiale autour d'une ferme, quoi. Hein. On vit tous ensemble, Bon, l'idéal, c'est bien de s'entendre. Hein. J'ai été salariée, moi, tout au début, avant que je me marie. Bon, ça me plaisait pas. C'est une fois que j'ai eu ma vie ici, j'ai trouvé des avantages. Surtout le fait d'élever mes enfants, d'être sur place, d'aller les chercher à l'école, de rentrer le midi. J'avais faim à manger, on repartait. C'est un monde à part, je sais pas. Faudrait vivre pendant une semaine là au milieu, puis voir l'entrain qu'on mène, puis se dire, ben, est-ce que j'accepterais de vivre comme ça? Il y en a qui n'aimeraient pas. C'est notre propre liberté, nos engagements qu'on a, on les assume comme on peut le faire, et puis... Non, mais on le vit bien, hein. On le vit bien, on arrive à concilier les deux. Des fois, ça fait peut-être un peu trop de choses, mais bon. Catherine est illustratrice depuis plus de 30 ans. Entre incertitude du lendemain et difficultés inhérentes à son statut d'artiste, elle nous raconte son métier passion. Mais moi, j'ai bossé dans la publicité pendant 6 mois et après mon 3e catalogue de radiateurs, je me suis dit, je vais pas faire des catalogues de radiateurs et des éclatés de chaussures de sport. Je faisais pour le coq sportif, donc bon, voilà. C'est intéressant de découvrir comment on fabrique des baskets, mais la première fois, oui, puis la deuxième fois, c'est moins intéressant. Tandis qu'avec le livre pour enfants, une fois je fais un livre de cuisine, une fois je fais un livre sur les hôpitaux, après sur la Chine, après sur... ça ouvre des horizons quand même plus vastes que ce que j'ai vécu en faisant de la pub. Et puis,
par rapport au fait d'être indépendant, je crois que j'ai aussi toujours eu cet exemple devant moi. On est tous indépendants dans la famille, et je crois que j'aurais jamais supporté d'avoir un chef. J'ai des chefs, j'ai plein de chefs, mais c'est quand même, ils dépendent de moi aussi. Si je suis pas là, les choses ne se font pas non plus. Donc, il y a un respect mutuel, voilà. Il y avait un atelier de ferronnerie, un atelier de bois, un atelier de poterie. Donc, des parents assez créatifs. Ma mère qui donnait des cours de danse gratuits à l'époque, parce qu'elle était utopiste, puis qu'elle disait on ne va pas payer pour danser. Quand ils ont construit l'autoroute à la Neuville, c'est une autoroute qui coupe la ville en deux. Et ma mère était dans une association où ils avaient tout organisé à la dynamite pour faire sauter le pont. Puis ça n'a pas marché, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ils ne l'ont pas fait sauter. Mais bon, elle aurait pu peut-être être en prison aussi. Donc c'était un peu, voilà. Puis voilà, puis quand on est là-dedans, ça ouvre on a l'esprit qui se forme autrement. On est tout le temps en train d'inventer, d'imaginer, et puis c'est possible. C'est aussi de voir qu'on peut. Parce qu'il y a peut-être des parents qui ont des boulots un peu sérieux, plus sérieux, puis que pour un enfant, c'est donc pas imaginable qu'on puisse gagner sa vie en dessinant ou en faisant des violons ou en dessinant des meubles comme le fait mon frère. Parce que je pense que c'est complètement utopique aujourd'hui de vouloir faire ça et de faire de l'illustration aujourd'hui, de vouloir commencer là-dedans. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile de faire sa place. En tant qu'indépendante, illustratrice, j'ai pas de salaire. Par exemple, quand j'ai voulu prendre un appart toute seule il y a quelques années en arrière, en 2007, je suis partie de chez moi et j'ai eu besoin de prendre le large. Je pouvais pas signer pour avoir un appartement, j'étais pas solvable. Mais c'est quand même incroyable de faire un métier où finalement on n'est jamais majeur. On a toujours besoin d'avoir son papa ou un copain qui signe un truc quand il est question d'argent. Et ça, voilà, je me suis habituée, mais je trouve que c'est un peu... Je trouve ça assez terrible. On va quand même pas être payé si on a du plaisir à faire les choses. Le boulot, il faut qu'il soit un peu dur quand même. Mais j'aime faire des livres, et puis je sais que si j'accepte pas les conditions de l'éditeur, le livre ne se fera pas. Donc c'est vrai que c'est pas un métier qui... Je sais pas, si je travaillais dans une banque, peut-être que j'arriverais à fermer la porte puis à me dire maintenant, je ferme la porte et allez vous faire. Mais là, j'arrive pas. Je suis complètement tout le temps dedans. Je trouve que pour les gens qui vivent autour de nous, c'est peut-être pas toujours facile. Il faut aussi qu'ils acceptent, eux, toute cette animation, tous ces doutes, tous ces moments, parce qu'il y a tous ces moments-là sont aussi là, quoi. Il y a des moments où on est dans un projet où on avance et puis où on est sûr de ce qu'on fait, et puis il y a d'autres moments où on recommence 3 fois le même bouquin et puis on est de mauvais poil parce qu'on trouve toujours pas. Il faut des gens aussi autour de nous qui supportent ces états-là. Mais si on est tous un peu dans le même truc, ça va. Retour à la ferme de Pelouzet. Aurore, son père et Mathieu décident de l'implantation du nouveau bâtiment. Elle nous raconte à travers cela ses choix de jeune agricultrice et de femme reprenant l'exploitation familiale dans les codes d'une nouvelle génération. Décision en termes de tout ça, m'investir complètement et pleinement autant que mon mari. C'est pas parce que je suis une femme que je voulais être en deçà de ce statut. Je voulais vraiment travailler en couple, ça c'était vraiment une de nos priorités. Et puis en termes de... Non, on s'imaginait pas avoir un mode de vie comme des salariés qui rentrent chez soi le soir et puis on voulait vraiment travailler en couple. Ce que je redoute le plus, c'est d'investir. On va investir sur le site en ayant acheté la ferme, en construisant la maison à côté, en investissant le bâtiment. On sera à plus d'1 million d'euros à pas 30 ans. Enfin voilà, j'espère en face que ça va répondre. Tout va peser sur qu'un couple, quoi. C'était aussi un des arguments négatifs entre guillemets dans l'idée de venir qu'en couple, c'est qu'aujourd'hui l'investissement ne repose que sur un ménage, quoi. C'est une énorme concession qu'a fait Mathieu.
un énorme sacrifice. Il quitte sa ferme familiale, etc. Et je me disais, mais si on se plante, que bon, il avait sa ferme, il était installé. Après, c'est parce que, entre guillemets, moi, j'ai pas voulu rester que salarié sur la ferme qu'on est venu ici. J'aurais très bien pu dire, bon, ben, ma foi, je change mon fusil d'épaule et puis je pars faire complètement un autre métier. J'ai évoqué cette possibilité-là, mais à chaque fois que je l'ai évoqué, je me mettais à pleurer. Je n'imaginais pas cette ferme partir à quelqu'un d'autre que nous. Enfin, je m'imaginais dedans depuis que j'ai 3 ans. Et puis, au niveau, l'attachement patrimonial était trop fort pour me dire aussi, je la laisse tomber. Donc, j'étais un peu partagée. Mais, mine de rien, l'attachement patrimonial était quand même assez fort pour qu'on en soit arrivé là aujourd'hui. Ferjeux, lui, fait du lait à compter. Nous le retrouvons lors de la traite matinale. Mon père était double actif. Parce que c'était petit à l'époque. Et puis mon père était beaucoup engagé, alors il était président de fromagerie, président des aides familiales rurales. Il était délégué cantonal à la FDSEA. Il y avait 6 gamins, le boulot se faisait à la main, enfin, c'était des militants en même temps. Puis... Et puis là, il avait une vision, il pensait que soit on s'agrandissait, soit on disparaissait. Du coup, comme il voyait qu'il n'avait pas le temps, puis que ça partait en couille, ben, il a décidé d'arrêter la ferme. Il est reparti en formation à l'âge de 46 ans. Et il ne voulait pas que je sois paysan. Mais je crois qu'inconsciemment, il voulait quand même. Du coup, j'ai cherché un associé. J'ai dit à mon cousin qu'arrête. Et du coup, j'ai proposé à mon frangin qui a toujours bossé avec moi. Alors, il était dessinateur à Besançon. Il est reparti en formation à Château-Farine. Il est revenu sur la ferme et on a fait un GAEC. Ça a tenu 2 ans. Il est reparti. Moi, je suis vachement paysan. Et puis, je fais une quota de paysans. Moi, je sais qu'il faut toujours bosser et puis qu'on est fragile, quoi, financièrement, quoi. Puis lui, il a tendance à investir et puis le soir, il faut toujours s'arrêter à 7 heures, quoi. J'ai du mal à accepter ça. Moi, je suis un militant. Je suis un alternatif. Du coup, après, j'ai bossé avec ma femme. À un moment donné, on était 3 à bosser sur la ferme. On sortait 3 salaires. Ma femme était pas associée. Je me suis jamais installé avec ma femme. Ma femme avait le statut de femme d'exploitant. Puis à l'époque, il n'y avait même pas de statut pour la femme, je crois pas. Maintenant, il y a. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas. On a divorcé en... Je ne sais plus. Elle était mariée avec la ferme aussi, puis... C'est notre problème. Suite à son divorce, il doit rembourser la moitié de sa ferme familiale à son ex-compagne, rendant l'exploitation et la transmission de sa ferme beaucoup plus compliquées. C'est dur de porter quelque chose comme ça tout seul. Quand t'es deux, t'es complémentaires. Du coup, tu portes le souci à deux, tu trouves la réponse à deux, ou bien il y a des domaines que tu es plus autonome, ben, tu fais tout seul, puis l'autre est autonome sur autre chose. Je veux dire, tous les gens qui sont tout seuls. Une ferme, c'est dur tout seul. Ceux qui divorçaient, ben, je pense que la ferme elle là, quoi. Je veux dire, les sociétés, tout ça, ça a permis de faire ça. Et puis il n'y avait pas de... Ce qu'on a capitalisé, c'était autant comment. Il y a beaucoup d'histoires de paysans qui divorcent comme ça maintenant, qui veulent pas payer, quoi. Hein. Moi, je peux pas admettre ça. Je voulais pas... J'ai envie d'être correct, quoi. C'est très dur psychologiquement de travailler. Ouais, quand tu te retrouves tout seul... Il y a des périodes comme sur le printemps, quand il y a les vaches qui veulent, je suis en retard dans le boulot des champs. Et puis je bosse moins vite, puis le soir j'aime bien m'arrêter maintenant.
J'aime bien prendre du temps pour moi. Du coup, je bosse moins, quoi. Tandis qu'avant, s'il fallait bosser jusqu'à minuit, je bosse jusqu'à minuit, quoi. C'est comme ça qu'une ferme peut se casser la gueule petit à petit, quoi. C'est ça qui me fait peur. On n'imagine pas qu'on peut tomber dans un trou sans fond, quoi. Il n'y a pas de fond, parce que je descends tout le temps. Mais je suis heureux, moi, de toute façon. J'ai ma copine qui est là, quand mes gamines viennent, je suis heureux. Ce qui est dur pour moi, c'est qu'il y avait un équilibre, parce qu'on s'est mariés quand on était 20 ans ensemble. On était militants en même temps, du coup on partageait une passion, quoi. Je pense que ça allait bien de ce côté-là. Voilà. Puis la ferme tournait bien, voilà, quoi. Après c'est l'amour qui fait le bordel. C'est tout. Hey, yeah! Hey, yeah! Venez! Yeah, yeah! Hey, yeah! Yeah, yeah! Il est 3h30 du matin lorsque nous rencontrons Olivier, qui travaille dans la boulangerie familiale, transmise depuis 3 générations. Sont présents ce matin son beau-frère, qui l'aide au quotidien, ainsi que son père et sa mère, 2 retraités, et Sarah, une apprentie en formation. Aujourd'hui, Olivier est divorcé. Depuis quelques années, il s'investit très fort dans l'élaboration de nouveaux pains, le renouveau de sa profession et la récolte de céréales anciennes de manière locale, responsable, de qualité et écologique. On est ici depuis 1910. Pour moi, j'ai repris en 97. 3 heures, midi et demi. Après, je mange. Maintenant, je mange chez mes parents. Donc, je cuisine pas à midi et demi pour moi tout seul. Et après, sieste, jusqu'à 4h30, 4h, 4h30. Puis après, je redescends et puis je fais des préparations pour le lendemain, ou je fais de la comptabilité, ou je corrige les devoirs des apprentis de l'école, ou voilà. Ouais, pour moi, c'est un jour de repos, puis souvent, ça l'est même pas, quoi. Puis à mesure que le temps passait, je me suis quand même passionné pour le pain, aussi pour l'histoire du pain, qui a quand même changé le cours de l'humanité, en fait. Ça a quand même changé la vie de l'homme. On est rarement pressé par la montre où on doit se dépêcher, mais on a un rythme où on sait qu'il faut... Voilà, il faut que ça avance. Puis encore en plus ce matin qu'il y avait une personne en moins, donc il y avait pas mal de boulot. Il faut qu'à 8h, quand la Sarah part, elle ait tout son matériel. Quand on ouvre le magasin à 6h, il faut qu'on ait les sandwichs, la majorité du pain. Donc voilà, il faut que ça avance. Ça me pose pas de problème, ça. Je me sens pas stressé parce que je dois me dépêcher au travail. C'est pas ça le stress. Quand j'ai du stress, c'est autre chose, quoi. Mais la nuit, ça, voilà, on n'est pas dérangé, ça passe vite. Maintenant, il y a beaucoup de fermes, il n'y a pas de repreneurs. Elles sont pas reprises, les fermes. Et puis comme la mienne, logiquement, elle ne doit pas être reprise si on veut bien, parce qu'il n'y a pas trop de bâtiments adaptés, j'ai pas suivi la modernité. Avec le divorce, tout ça, il y a eu
J'ai bouffé 10 ans sur l'exploitation, quoi. 10 ans d'investissement, quoi. D'amélioration, tout ça, quoi. Mais dans mes tripes, je vais mettre quelqu'un. Ah, je sais pas si j'y arriverai, mais ça fait partie de mes... Alors c'est un peu mon combat aussi maintenant, c'est qu'elle tombe pas en... qu'elle tombe pas en ruine, quoi. Le principal, ben, je dis à ma copine qui est une copine qui est veuve, là, qui a la Violette, le village à côté, mon copain qui s'est suicidé. Elle avait le souci de savoir comment faire, parce qu'elle se demandait comment on faisait, mais j'ai dit, tu t'occupes des vaches, du papier qui arrive. C'est le moteur de l'exploitation. Après le reste, c'est hyper important, parce qu'une maison c'est gringot et tout ça, mais si tu suis pas, si tu traites pas comme il faut, tu payes de les chutes. Parce que le lait n'est pas de qualité, si tu vois pas les vaches malades, c'est le moteur de la ferme. Alors moi je me suis fixé ça quand il a divorcé, c'était les vaches, et paperasse pour pas louper. Voilà, c'est ça les deux. Après au pire tu demandes quelqu'un, il fait, mais ça tu peux pas faire. J'ai pensé tout arrêter mes engagements. Puis en fait, c'est un peu mon équilibre. J'ai pas une j'ai envie d'avoir ma ferme en support, quoi. Puis l'autre aussi, les engagements, quoi. J'aurais voulu pouvoir dire, je m'occupe de la ferme tip top. Mais je peux pas. Mais après, je sais pas quoi dire par rapport au divorce. Je me remets toujours la faute sur moi. J'ai un manque personnel pour... Non, j'arrive pas. Il y en a qui me disent que je culpabilise, mais quand tu as des gamins, c'est un mélange de culpabilité et puis de faire fond la vie. Je pouvais pas laisser la ferme parce que j'avais pas envie qu'elle parte. Politiquement aussi, ça fait partie de ma religion. J'ai pas envie que ma ferme disparaisse. Mon ex-femme l'aurait repris, je serais été bien content. J'ai toujours rêvé depuis que j'ai repris ma ferme de changer de ferme. J'ai envie d'aller reprendre une ferme en Haute-Saône, j'ai envie de changer de ferme. Mais j'ai pas un frangin qui veut la reprendre. Puis en même temps, je m'y retrouve, hein, j'aime mes terres. Non, je crois que c'est... Non, je bute, c'est sur mes problèmes personnels, c'est tout. Bon, avec mes parents, à table, mes parents, ils parlaient non, pas que de commerce, mais voilà, tous les soucis qu'il y avait eu dans la matinée, ils en reparlaient à midi à table, on se retrouvait à table, quoi. C'est clair. Ce qui est jamais arrivé chez nous, quoi. Vu que ma femme n'était pas dans l'entreprise, moi quand je montais, je partageais pas mes soucis avec elle. J'ai pas du tout l'impression qu'il y a une de mes filles qui va reprendre ça. Elle ne montre pas d'intérêt, moi je montrais quand même un certain intérêt. Sans que ce soit une passion, j'avais quand même un intérêt. Elle, pas du tout. Donc je pense pas qu'il y a une de mes filles qui va reprendre. Mais moi je me vois pas non plus arrêter à 65 ans. Donc je m'imagine qu'à 65 ans, je vais pas vendre ma boulangerie. Je vais peut-être ouvrir 3 jours par semaine ou je sais pas. Voilà. Et puis moi je pense que je vais gentiment aussi lever le pied, avoir plus de temps pour moi, mais pas arrêter totalement, quoi. Je me vois pas vendre la boulangerie et puis prendre ma retraite et puis regarder la télévision, quoi. Je sais pas si j'ai envie de ça. Le jour où l'apprenti reprend la boîte, il va me dire, il aura ses idées à lui qui correspondront pas à mes idées à moi, ça c'est indéniable. Et puis voilà, je vais quand même être mis sur la touche. Donc si je lui remets l'entreprise, ça me fait un peu peur de prendre ma retraite parce que je sais pas ce que je ferai à la retraite.
Moi, il me semble que j'y ai mis tellement d'énergie que j'ai fait que ça, pratiquement. Donc, j'ai pas de hobby à côté. Donc, une fois que je serai à la retraite, si j'ai plus ça, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je pense que mon père, si j'avais pas repris la boulangerie puis qu'il aurait vendu, je pense qu'il serait mort il y a longtemps, quoi, parce que je pense que ça le met, tous les dimanches, il descend, il fait quelque chose, il bricole, il fait des brioches, il a son boulot du dimanche. S'il fait pas ça, ma mère, elle me dit, mais il est insupportable, quoi. Il est à la maison, il zappe tout le temps, il est tout le temps de mauvaise humeur, s'il peut pas venir au labo, il est insupportable. Je pense que c'est la place principale. C'est déjà d'un point de vue temps, c'est là que je passe le plus de temps au travail, plus qu'au lit ou au loisir. Je sais pas. Et puis au niveau de l'intérêt aussi, puisque finalement c'est presque un hobby. Quelque part dans mes temps libres, si je dois lire quelque chose, je lis volontiers quelque chose de technique sur la boulangerie ou voilà, sur Facebook, tous mes amis, le 95% c'est des boulangers. Ça occupe une place importante dans ma vie. Je pense tant longtemps que je trouve de l'intérêt à ce que je fais. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Quand on est dans le train-train quotidien, puis qu'on fait tous les jours la même chose, c'est vite... ça devient vite embêtant. Pascal, quant à lui, a créé son entreprise suite aux circonstances de son parcours. Au moment de son installation, sa volonté était de préserver sa famille vis-à-vis de la fragilité possible de son entreprise. Et puis là, maintenant, ici, je suis vraiment tranquille. Parce que c'est fermé, il n'y a pas de passage de gens derrière, et puis je suis vraiment bien. Bien, je dis ici, maintenant, je suis plus dans mon monde, osmose. Après, je sors d'ici, boum, je suis ailleurs. Avant, c'est marrant, mais le fait de sortir de cette pièce, t'es dans la famille. Alors qu'avant, t'es lié quand même. T'es toujours un petit peu... t'entends le monde derrière, tu te mets dans un devis, dans un contexte comme ça, professionnel, puis tout d'un coup, t'as les gamins qui passent, hop, tiens, et puis ça te sort à chaque fois. À chaque fois, tu n'arrives pas à bien séparer. Et puis moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être vraiment dans ma petite bulle ici, quoi. J'évite, j'essaie de travailler le plus possible au bureau maintenant en semaine, de me libérer un jour par semaine. Cette période-là, c'est difficile, mais j'essaye de faire le maximum maintenant en semaine pour libérer du temps le soir. Osmose à 2009, donc c'est la 6e année. Ça vient d'un projet, ça fait longtemps que j'avais envie de travailler pour mon propre compte, mais sans forcément en avoir... je pensais pas en avoir les capacités. Je parle pas technique, mais de gestion en tout cas. Moi, j'ai travaillé comme chef d'équipe, apprenti, chef d'équipe, ainsi de suite, dans d'autres boîtes. Et puis après, je suis parti dans une commune. Et puis là, j'ai un peu tourné en rond. Donc après 5 ans, je suis revenu dans le privé. J'ai trouvé un poste à responsabilité comme technicien. Donc c'est quelqu'un qui gère des équipes, mais par contre, on n'est plus dans l'opérationnel. On est que dans la gestion d'équipe. Et puis administratif. Les devis, les facturations, et tout comme ça.
Quand tu es employé, ton travail il est garanti, entre guillemets. Je veux dire, tu vas, ton boulot, tu vas le faire, et puis c'est tout bon. Après là, maintenant, il faut chercher le travail, il faut faire la prospection, il y a toute la partie administrative qui était un peu inconnue pour moi. Et je l'ai appris justement comme en étant technicien dans la boîte où j'étais avant. Et puis dès que j'avais toutes ces compétences qui me semblaient suffisantes, j'ai décidé de me lancer. Bon, j'étais un petit peu forcé aussi, ça a accéléré quand l'entreprise a tout restructuré. Ils ont licencié 60% de l'entreprise. J'avais déjà l'idée de me mettre à mon compte, mais là ça a précipité le projet, quoi. Ça l'a accéléré. J'étais encouragé, mais avec quand même des grandes peurs derrière. Surtout qu'on venait d'avoir une maison, on achetait, on avait quand même des frais derrière, enfin, une famille, les enfants tout petits. Loïs il avait quoi, il avait 3 ans, 4 ans quand le projet s'est vraiment réalisé. Tout petit, donc c'était il y a quand même des grandes peurs. On ne va pas savoir si le salaire va suivre, si le boulot va suivre aussi, si les gens vont te contacter ou pas. Je pourrais grossir, c'est-à-dire avoir engagé plus de monde. J'ai eu l'opportunité d'avoir des gros chantiers, des gros trucs, mais j'ai pas joué le jeu, quoi. S'il faut commencer à gérer du personnel, je suis pas un gestionnaire de personnes, moi. Je sais, je l'ai vécu, donc avoir quelques personnes à gérer, à former, ça va très bien, mais après, s'il faut gérer des équipes, c'est plus mon truc. Une SARL, ça c'était réfléchi par rapport aux responsabilités, vis-à-vis de la maison et de l'engagement. Là, c'était justement pour sécuriser aussi mon épouse. De dire maintenant on fait une SARL parce que ça dissocie tous les biens personnels de l'entreprise. Donc j'ai créé cette SARL et puis comme ça après, une petite sécurité par rapport à ça. En cas de coup dur, soit l'entreprise ne tourne pas ou une des grandes peurs aussi pour les petites sociétés comme moi, c'est que moi si je tombe malade ou je me blesse, ça peut être vite dangereux, quoi, pour la vie de la société. Ça peut être c'est dangereux, mais au moins là je veux dire s'il y a un problème, on va pas vendre la maison. On ne doit pas partir de l'endroit où on est, on peut essayer de trouver autre chose, d'autres solutions. Mais au moins la maison elle est dissociée de la société. Alors si tu es indépendant en raison individuelle, tes biens matériels font partie de la société aussi. Donc si tu fais faillite, tout part avec. On dit toujours que c'est toujours difficile la première année, les 3 premières années sont difficiles, mais moi c'était justement l'inverse. La première année, j'ai des gros chantiers qui sont tombés, puis je disais oui, je prends, puis tout d'un coup je me suis dit oula, un petit peu trop là. On s'est retrouvé à 5, 6 sur les chantiers, alors que c'était pas du tout l'idée à la base, quoi. La réputation, les gens qui viennent vers moi, ils savent que c'est moi qui interviens aussi sur le chantier avec les collègues, mais c'est ma patte. C'est moi qui viens dessus, on discute, et puis c'est moi qui viens réaliser ce qu'on a discuté. Et ça leur compte, c'est vraiment important pour eux. Les clients, ça les rassure aussi. Mon beau-père m'a aidé aussi. Il a fait un emprunt, permis d'emprunter de l'argent chez lui sans intérêt, quoi. Si on n'a pas vécu ça, on ne va pas se lancer comme indépendant sans avoir eu des responsabilités. Je veux dire, ce serait de la folie. Enfin, l'inconscient, je dirais. T'as jamais géré de chantier avant de te lancer comme patron, là, t'es mal, là. Non, il faut déjà avoir. Il n'y a que l'expérience qui fait que tu gères bien tes chantiers ou pas, quoi. Je veux dire, tu ne veux pas sortir d'une école et puis ensuite savoir gérer un chantier, c'est pas vrai. Ça t'en des facilités, mais ça reste. C'est pas immédiat, quoi. Au tout départ, c'est une rencontre fortuite, je dirais, entre des gens qui connaissent la lutherie et puis moi qui venais de la forêt.
On avait 30 ans à l'époque, donc je dirais c'est l'âge des projets, de s'installer, de faire des trucs. Moi j'avais déjà eu d'autres entreprises qui avaient marché, je me suis dit il n'y a pas de raison que celle-là ne marche pas, donc voilà, allons-y gaiement. Mais compte tenu de l'investissement qu'il y avait à faire en termes d'achat de matières premières, hein, d'achat des arbres, parce que ça coûte quand même assez cher, achat de matériel, la solution de la SARL s'est assez rapidement imposée. Et puis moi je voyais à travers ça aussi l'intérêt, c'est que c'est une structure qui est particulière, propre, dans laquelle chacun a des billes, des actions, des parts, qu'on puisse acheter, vendre, transmettre, enfin voilà. Et ça me semblait la formule la plus saine, quoi. Je me voyais pas en tout cas prendre ça tout seul à ma charge. Bertrand est entrepreneur de travaux forestiers et a une autre approche de son travail. Ayant déjà travaillé seul à son compte, il a aujourd'hui envisagé une autre forme d'équilibre, plus collective. Création d'une identité propre, pour moi, ça simplifiera, j'imagine, les questions de transmission, de comment ça se passe, etc. C'est pas un café-restaurant, hein, on peut changer le gérant comme ça du jour au lendemain, bon, ni vu ni connu. Je pense que ça sera pas facile à transmettre, donc on doit déjà penser à la transmission. Mais ça va pas tarder à venir, puisque sur mes 2 associés du départ, il y en a un qui est mort. Je dirais que moi j'y pense tous les matins en me levant. Ça m'obsède pas, hein, mais voilà, on est toujours un petit peu à l'affût. Mais le plus gros point, c'est d'intégrer dans l'entreprise quelqu'un qui s'approprie le savoir-faire. Et puis, je dirais qu'on a envie quand même que ça garde son caractère propre. Ici, il y a une entreprise, SARL, qui a 2, 3, 4 salariés, ça s'appelle Le Bois de Lutry. On achète des arbres, on les scie en planches, on les vend à des luthiers, et on a envie que ça reste ça. Et qu'on soit pas, je sais pas, une périactivité de Ikea qui vend du, je sais pas quoi, voilà. La plupart des compétences sont finalement sur ma personne. C'est-à-dire que c'est moi qui achète, c'est moi qui connais les clients, c'est moi qui connais l'histoire de l'entreprise. Je suis là depuis le début. Les clients en général s'adressent à moi, même s'ils ont affaire à Katie ou à François au téléphone, etc. Et ça, il faut que j'arrive, moi, à le mettre sur les épaules d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je casse ma pipe demain matin, peut-être qu'il va manquer des trucs, quoi. Le problème des petites boutiques, c'est qu'elles sont petites. Et j'avais envie qu'on soit à part égale dans les décisions. Donc on avait dit, on prend chacun un tiers des parts. Et de ce fait-là, je pouvais être salarié, ce qui est aussi un atout, un avantage, je dirais, une sécurité quelque part. Hein, d'être salarié, alors que j'avais connu quasiment que l'entreprise individuelle, ça me plaisait aussi. Hein, d'avoir une sécurité pour ma famille, une fiche de paye, une sécurité sociale, etc. Il y avait un côté rassurant. Donc on raisonne un peu différemment, quoi. Entre 20 et 30 ans, on n'en a trop rien à faire, on prend de l'argent de poche pour aller au bistrot le week-end. Et puis quand la famille commence à grandir et à s'organiser, bon, bah, c'est un peu différent. On raisonne, enfin, on réagit, on organise notre vie un peu différemment, je pense. C'est compliqué et l'entreprise prend beaucoup de place. Je pense que l'entreprise tient beaucoup de place. En temps, hein. Ça mange 50 à 60 heures par semaine. Donc c'est vrai que ça n'a pas été toujours simple, quoi. Hein. Puis d'un autre côté, c'est ma vie. Je viens pas au boulot en traînant les pieds. Hein. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien les plaisirs que ça me procure et les rencontres que j'arrive à faire à travers mon boulot. La famille supporte plutôt les lourdeurs du travail d'artisan que les bons côtés. J'en suis revenu, hein. Parce que mon patron à moi, ça veut dire tu supportes tout seul et puis tu te débrouilles pour trouver toutes les solutions et puis tu finances tout et puis tu te démerdes tout seul. Et des ressources importantes que je trouve dans le travailler ensemble, que ce soit en SARL ou avec des salariés, avec une secrétaire, etc. C'est qu'on peut s'appuyer, se reposer, partager des trucs aussi avec des collègues, quoi. Voilà, j'ai construit
avec mes associés, avec mes salariés, quelque chose dans lequel je suis bien, je suis à ma place, je m'épanouis, etc. J'y trouve du plaisir. On tient beaucoup à l'organisation d'entreprise, l'appellation entreprise. Ici, c'est une entreprise. Les soucis de l'entreprise, ils restent là, dans ce périmètre-là. Et puis j'essaye de faire en sorte que ça phagocyte pas ma vie familiale. Bon. Après, il y a mon point de vue et celui de ma femme. Lesquelles? Les 5 petites là? Écoute, je me demande si c'est le bordel, je crois que je vais toutes les ramener. Avant, j'étais vachement pour l'exploitation familiale. J'y suis toujours, mais pas de la même façon, quoi. Je suis critique par rapport à la maison comptoise. Je sais que t'as les vaches et les gens sous le même bâtiment. On marie trop les choses, quoi. Ouais, c'est trop... C'est la ferme, quoi. Du coup, tu sais même plus comment tu t'appelles, c'est la ferme, quoi. Moi, j'aurais besoin d'être ailleurs pour être moi, quoi. Parce que moi, je vis à travers ma ferme, quoi. C'est par rapport à ça que ça m'a ouvert, quoi. Si tu veux découvrir les gens, il faut les découvrir dans un autre milieu, quoi. Voilà. Et puis j'ai besoin de ça, en fait. Moi, j'ai besoin de ça pour vivre, maintenant. Pourtant, j'aime ma ferme, puis j'ai envie de valoriser plein de choses. J'aime la terre, j'aime faire fructifier la terre comme je l'entends. Mais c'est toute la complexité des choses, quoi. Mais j'arrive à dissocier plus les choses, quoi. Mais vouloir installer quelqu'un en exploitation familiale comme avant, je suis plus si chaud. Pourtant, c'est une réponse quand même au problème aussi de couple, quelque part, hein, parce que c'est pas facile dans les couples dehors, chacun un métier d'un côté. C'est chouette de bosser ensemble, mais ça c'est limite, quoi. C'est... Parce que t'es trois, hein, parce que quand t'es en couple, t'as la ferme, t'as ta femme, t'as la ferme, t'as toi, quoi. Et puis, on se recentre vite sur la ferme, quoi. Hein. Du coup, les richesses des uns des autres, t'en parles moins, quoi. Par rapport au divorce, c'est important de dire quand même, peut-être, le travail, ça nous tient. Je crois qu'on serait vite sous les ponts sans boulot. Hein. T'es obligé d'y aller, quoi. Et puis ça te tient, quand même. Ben, je trouve. Je serais au chômage, je sais pas si je serais là. Hein. Puis le regard de la société, quoi. Hein. Tu es au boulot, on est quand même dans une société encore, surtout dans nos campagnes, quoi. Tu bosses, tu es valorisé, tu bosses pas, tu y es pas, quoi. Alors, si en plus de ça tu culpabilises parce que tu divorces, puis qu'en plus de ça tu trouves pas de boulot, je voulais que la ferme tienne parce qu'il y avait personne dans ma famille qui bossait. Hein. Ma femme était au chômage, mon ex-femme, mes gamines toutes à l'école. Je me disais, j'ai pas le droit que la ferme tourne, il n'y a que ça qui ramène du pognon à tout le monde. Hein. Même s'il fallait redonner la totalité à ma femme, mais pour moi, c'était, en tant que père de famille, c'est une vieille valeur puis importante quand même, quoi. Je me disais, la ferme, faut qu'elle tourne. J'ai bossé comme un... Ouais. J'ai bossé, quoi. Et puis ça, je suis pas foutu, quoi. Hein. Je veux dire, j'ai trouvé ça normal. Et puis d'un côté, oui, ce que je veux dire, c'est l'œil, le regard des gens, quoi. Ça, il fait beaucoup, ça. Peut-être qu'au fil des rencontres et de ces ruptures racontées, s'est dessinée une notion accolée à celle d'indépendance, celle d'équilibre fragile, ténu, mais aussi source de liberté. Ce que j'aime bien expliquer aux gens, c'est qu'il faut essayer de continuer le personnage aussi sous forme de tâche pour en faire une silhouette. Pour moi, c'est un moment d'amusement, hein. Et puis c'est ce que j'essaye de transmettre aussi à mes élèves, c'est qu'on est là pour expérimenter et s'amuser. Puis chez les adultes, il y a beaucoup de gens qui sont coincés, qui même si je leur colle un petit bout de papier, ils disent « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire là autour ?» Et puis qui se posent 15 000 questions. Ça veut dire que n'importe qui peut y arriver. Je te donne ça à faire, tu vas y arriver. Ça donne envie d'essayer, hein? Tu veux essayer?